Merci Igor. Le but, c'est pas de faire une éloge de moi ou de l'entreprise que j'ai créée. Le but, c'est que vous puissiez repartir avec des clés pour vous-même créer votre propre projet à base de CBD ou à base de cannabis au sens plus large. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent contacté par des gens qui veulent créer des marques, créer des produits. Donc nous, avec 4 ans de recul, on n'a clairement pas toutes les clés pour vous aider à créer cette entreprise, mais peut-être qu'on peut juste insuffler quelques petits conseils, quelques petits tips. Il y a une présentation, donc pour ceux qui sont sur les côtés, je vous invite vraiment à vous rapprocher parce que de derrière, je sais qu'on voit absolument pas l'écran, je pense que là-bas, vous ne pouvez rien voir. Donc j'ai scindé la présentation en deux. Créer une entreprise, c'est 2 choses, c'est créer une marque et créer une organisation. Alors je vais passer un peu plus de temps sur le concept de créer une marque parce qu'on voit plein de produits au CBD qui se lancent ou n'importe qui veut mettre n'importe quel CBD dans n'importe quel produit et penser que ça suffira pour le vendre. Créer une marque, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors quelques insights. Moi qui je suis, je m'appelle Laure Bouguin. Okaran, ça veut dire je vous aime en breton. Pourquoi ? Parce que mes grands-parents cultivaient le chanvre en Bretagne, ils utilisaient la tige qui était transformée en papier à Quimperlé. On est toujours aujourd'hui, les champs de chanvre sont entre Carré et Guarec. La production est à Nouveau-Tout dans le sud de Rennes. Je suis basée à Nantes, donc on a tout gardé dans la région. Et le Okaran, c'est French Cannabis Expertise and No Stress. C'est vraiment ça les 3 gros insights. La présentation en anglais, pourquoi ? Parce que 70% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, on le fait à l'export, parce que c'est extrêmement compliqué de vendre en France et que donc j'interviens plutôt généralement en anglais. Mais vous inquiétez pas, je vais rester sur la langue française. Donc comment créer une marque ? Il y a souvent 2 techniques. La première, c'est vision, mission. Et la deuxième, c'est le why, how, what. Donc je vais juste vous expliquer nous comment on l'a fait. Notre vision, et comme le soulignait Alexis dans sa présentation, c'est que le chanvre, c'est la seule plante qui peut vous déstresser sur l'ensemble des aspects de votre vie, celle qui peut vous nourrir, vous soigner, vous loger, vous vêtir. Ça, c'est notre vision de départ. Et le mot important, c'est distress. Et notre mission, c'est de déstresser tout le monde grâce à des produits et des expériences qui soient naturelles, saines, durables, avec la dimension holistique du chanvre. Et en fait, ce travail-là de vision et de mission, il est hyper important parce que c'est ça qui va faire que, vous allez sortir vos tripes et faire une marque qui soit différente des autres marques. Nous, notre angle d'attaque, il est par le stress, il n'est pas par le cannabis. On fait des produits et des expériences qui déstressent les gens et pour ça, on utilise un outil qui est le cannabis, mais c'est un outil, ce n'est pas une finalité en soi. Donc ça, c'est très important, vous, déjà, pour vous démarquer et aussi pour vous donner une ligne de conduite. Nos produits doivent tous être naturels, sains et durables. Et ça vous donne une direction dans l'ensemble de vos actions. Et le deuxième modèle, c'est le modèle Why, How, What, qui est le modèle qui a été créé par Simon Sinek. Il a un TED en ligne qui est monstrueux, ça dure 15 minutes, mais en tout cas, je vous invite grandement à le regarder. Et donc, c'est des cercles concentriques. Donc, si on le fait, nous, par exemple, avec Okaran, notre why, c'est que dans ce monde, il y a beaucoup de stress, de gâchis, de pollution. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé ? On a décidé d'utiliser le cannabis dans ses aspects durables, éthiques, innovants, experts et authentiques pour faire quoi ? Une marque, une entreprise de bien-être et de lifestyle qui soit durable à base de cannabis breton. Et en fait, pareil, ce travail-là, c'est demain, on prend n'importe quelle marque de CBD, ça ne sera pas une marque qui fait des produits de bien-être sustainable avec du cannabis breton. Ils seront peut-être californiens, ils auront peut-être décidé d'utiliser des produits hyper luxueux et qui donc ne seront pas du tout durables dans leur façon de faire. C'est ça qui vous permet de vous démarquer, de ne pas faire la énième marque au CBD. Ensuite, moi j'ai trois petites règles qui sont hyper importantes. Déjà, choisissez votre marché. Je vous donnerai juste quelques clés sur le marché après. Ensuite, choisissez votre distribution. Et ça, c'est important de le faire avant de choisir les produits. Et seulement une fois que vous savez dans quelle distribution vous voulez être, ensuite, vous créez un produit qui peut se vendre dans cette distribution. Et nous, on a fait l'erreur sur les produits que vous pouvez voir en ligne actuellement. J'ai lancé les produits parce que je voulais absolument faire des produits au champ, mais je ne savais pas si on allait les vendre chez Biocoop, dans les circuits sélectifs, dans les pharmacies, on ne savait pas. Donc on a été tapé à toutes les portes. Et une fois seulement qu'on a compris que c'était le marché sélectif, donc les Sephora, les Galeries Lafayette, ce type de distribution qui nous plaisait, on est obligé maintenant de réadapter les produits. Et là, je vous ai emmené tous les nouveaux produits qui sortiront mi-octobre parce que la distribution prévaut. Vous devez toujours vous adapter à votre distribution. Sur la question de comment est-ce qu'on choisit son marché, il faut savoir que le cannabis n'est pas un marché, le cannabis c'est une industrie, c'est très différent. Donc là, je vous ai mis un mapping qui a été fait par CB Insights, c'est des Américains qui ont dressé les 150 entreprises qui vont révolutionner le marché du bien-être en 2018. Donc eux, ils ont, par exemple, le marché du bien-être, c'est food and beverage, la beauté, tout ce qui est lié au fitness, aux compléments alimentaires, l'aide pour dormir ou les produits de sex care au sens large. Et ils ont créé un marché à part entière qui s'appelle cannabis. Pourquoi ? Parce que c'est tellement nouveau qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Mais le cannabis est transversal à l'ensemble des marchés du bien-être, puisque c'est une industrie. Donc demain, vous trouverez des produits au cannabis dans tous
toutes ces dimensions-là. Donc ce que vous devez faire, c'est vous choisir. Alors il manque le récréatif, qu'ils n'ont pas forcément osé mettre à cette période-là, mais choisir dans quel marché spécifiquement vous voulez être. Donc nous, par exemple, on a choisi la beauté, les compléments alimentaires et le sex care, qui sont pour moi mes grosses priorités en termes de développement de produits. Et ensuite, on fait un mapping. Donc évidemment, là, je n'ai pas des lubrifiants avec moi, mais ça ne veut pas dire qu'en 2020, on n'en sortira pas. Donc on fait un mapping à la fois en termes de temps, mais aussi en termes de circuit de distribution. Quel est le circuit de distribution qui permettra de vendre l'ensemble de ces produits-là de manière la plus efficace? Et donc ce que j'ai choisi, c'est de faire d'abord un mix avec de la distribution en propre, donc un site e-commerce, une boutique qui va ouvrir à Paris courant 2020, et de l'associer avec de la distribution physique qui existe déjà, ce qui vous permet de générer rapidement des revenus, puisque vous pouvez vendre en gros. Nous, on a commencé avec Nature et Découverte, c'était un peu improbable, mais c'est eux qui en 2018 étaient les plus avancés, ce qui vous permet d'un coup de vendre et de vous faire connaître. Et donc pour l'instant, la distribution sélective bien-être, donc on est dans 900 Sephora en Europe, donc là on est ici en Espagne par exemple, et on est chez Douglas à partir de début septembre. Et qu'est-ce qu'on leur apporte à eux? On leur apporte des produits innovants. C'est un circuit hyper tradit, mais qui a besoin de nouveautés, de produits un petit peu différenciants. Donc vous pouvez vraiment apporter quelque chose à des gros acteurs industriels. Et donc le fait d'avoir redessiné ce mix distribution, on a été obligé de redessiner les produits, puisque ceux qu'on a actuellement n'étaient pas tout à fait adaptés à ce circuit de distribution. Ensuite, sur le positionnement, j'ai mis, donc ça c'est une slide par exemple que je montre à Sephora quand j'essaye de les convaincre de nous prendre. J'ai mis quels étaient les positionnements actuellement qui existaient dans le marché du bien-être cannabis. Donc il y a les marques qui sont très médicales, vous avez les CBDol, les Apothecana, les Mary Jane's que vous devez peut-être connaître. Donc ça c'est des codes hyper médicaux qui sont vendus dans des dispensaires en propre et de temps en temps aussi dans des circuits de distribution un peu alternatifs. Vous avez les marques récréatives qui vont prendre les codes du fumeur, qui étaient encore prévalentes jusqu'à encore 4-5 ans, et je pense honnêtement qu'elles vont petit à petit disparaître parce que même les marques récréatives abandonnent petit à petit ces codes-là. Et vous avez une grosse émergence de marques californiennes qui sont dans l'aspect bien-être. C'est des bulldozers du bien-être, par exemple Prima, et vous aviez aussi The Good Patch. Il y en a, c'est des anciens de chez Goop, qui est la marque de Gwyneth Paltrow. Il y en a, c'est des anciens de chez The Honest Company, la marque de Jessica Alba. Donc ils savent comment faire des produits de bien-être, ils savent comment les vendre. Et eux, ils arrivent dans des circuits de distribution type Sephora. Et donc la question, c'est comment vous positionnez là-dedans, c'est quoi la plus-value que vous allez ajouter? Et nous, on a choisi 3 axes. Le premier, c'est qu'on est français et qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui encore des marques françaises qui ont un héritage français dont ils sont capables de se prévaloir. On veut travailler sur la dimension sustainable, donc ça veut dire qu'on produit tout en local. Nos nouveaux cartons sont en carton de chanvre. On fait attention, on travaille avec la Fondation Good Planet sur l'impact environnemental des packaging. Enfin, on apporte quelque chose au-delà du cannabis. Et évidemment d'être innovant, donc dans les extractions, par exemple, là on travaille sur des canaflavines, les flavonoïdes du cannabis, les terpènes, les choses, on va au-delà du CBD dont tout le monde parle actuellement. Et ensuite, ces distributeurs-là, vous devez leur expliquer comment vous positionnez au-delà du cannabis. Parce qu'en fait, demain, on ne peut plus aller voir une boutique et lui dire « Ah, ben, mon produit est hyper différenciant, je fais du cannabis ». J'en connais 150 des marques de cannabis aujourd'hui. On est déjà en retard, en fait, sur le marché cannabis. Donc, qu'est-ce que vous apportez en plus, au-delà d'utiliser cet ingrédient? Donc là, j'ai mis un axe qui s'appelle aspirational et là, un axe clean. Et en fait, ce qu'on veut, c'est ça. C'est dans un circuit, là, c'est que des marques qui sont chez Sephora. Dans un circuit traditionnel, on va apporter du clean, donc tous nos produits sont entre 96 et 100% naturels. Et on va aussi venir raconter une histoire, venir parler de l'activisme, venir parler de la plante, donner un peu plus d'aspiration que juste un produit hyper technique comme Clinique, par exemple. Et enfin, juste pour finir sur l'aspect marque, quelques petits G. Donc le premier, choisissez un positionnement qui soit très différenciant. Donc vraiment le CBD, bon, c'est super le CBD, mais le cannabis c'est une plante qui a 80 cannabinoïdes, il n'y a pas que le CBD, qui a une centaine de terpènes. Enfin, il faut vraiment aller au-delà du CBD, puisque demain tout le monde aura des produits au CBD. Ça, on ne peut pas juste se limiter à ce cannabinoïde malgré toute la puissance qu'il est. Ensuite, travailler une plateforme de marque qui aille au-delà du cannabis. Réfléchissez à vos valeurs, réfléchissez à l'insight duquel vous partez. On est là pour résoudre un problème auprès des clients. C'est quoi le problème de vos clients? Moi, mes clients, leur problème, c'est le stress. Ensuite, il faut apporter vous prenez un circuit de distribution hyper tradit et vous leur apportez quelque chose de vraiment différenciant. C'est comme ça que vous allez sortir du lot. Ou alors, et là ça nécessite un peu d'argent, vous construisez votre propre circuit de distribution parce que vous avez les meilleures marges évidemment et vous connaissez, vous avez la data client, vous les connaissez. Investissez dans la qualité, surtout en France, on va être obligé, si vous faites du Made in France, de vendre des produits un peu plus chers. Donc le seul moyen, c'est de sortir par le haut avec la qualité. Et le contenu,
parce que le cannabis, c'est un sujet qui reste encore très compliqué, donc il faut rentrer par l'axe de l'éducation et rentrer par la communauté. Ensuite, comment est-ce qu'on construit une boîte, une organisation? Donc il y a 5 grosses étapes, en tout cas par lesquelles moi je suis passée. Le premier, c'est de construire une team. Malheureusement, moi j'ai créé la marque toute seule, ce qui est très compliqué. Choisissez un cofondateur. C'est un sujet dont on parlait très peu il y a 4 ans, mais maintenant c'est très tendance. Donc il y a forcément des gens dans votre entourage qui seront intéressés par l'idée de travailler dans le cannabis. Ensuite, trouver des clients. Et ça, bien avant de construire un produit ou bien avant de chercher des financements, trouver des clients. Et ça peut se faire sur un PPT. Il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment le premier axe. Une fois que vous aurez trouvé vos clients, vous connaîtrez leurs problèmes et vous serez capable de construire le bon produit. Avant de construire le produit, intéressez-vous à la régulation. Je vais y revenir juste après, mais c'est vraiment une merde sans nous. Donc c'est important de bien la connaître avant de lancer vos produits. Construisez votre produit et une fois qu'il est construit, que vous l'avez vendu, financez. Et je vais expliquer juste 2-3 tips sur le financement. Donc sur la régulation, je pensais que Béchir allait peut-être en toucher un mot, mais aujourd'hui le plus gros problème c'est quoi? C'est l'arrêté du 22 août 1990 qui porte sur l'application de l'article R51 3286 du Code de la santé publique. Et je vais juste le relire avec vous pour qu'on le regarde. Au sens de l'article R5181 du Code susvisé, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale, entre parenthèses, fibres et graines, des variétés de cannabis sativa L répondant aux critères suivants, donc moins de 0,2% de THC. Et ensuite, cette teneur en THC, elle est soulevée par échantillonnage. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est ces parenthèses, fibres et graines. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs interprétations. Donc moi, je suis porte-parole et cofondatrice du syndicat du chanvre. On est aujourd'hui une quarantaine d'entreprises, des laboratoires, évidemment des agriculteurs, des marques. Et on a des lobbyistes à temps plein qui travaillent sur ce sujet. On fait beaucoup d'évangélisation auprès des députés et des sénateurs. L'interprétation du syndicat, qui est aussi l'interprétation de Ocaran, c'est que ces parenthèses sont non excluantes. Donc nous, on estime que ce n'est pas parce qu'on précise fibre et graines qu'on n'a pas le droit d'utiliser la fleur. Et ça, il y a plein de juges en France qui sont d'accord avec nous parce qu'il y a jurisprudence. Mais à l'opposé, il y a aussi des juges qui ont estimé qu'elles étaient excluantes et qu'on ne pouvait pas utiliser les fleurs. Donc là, on travaille aujourd'hui à une précision de cet arrêté pour que tous les entrepreneurs puissent travailler dans un cadre sain et dans lequel on pourrait avoir un peu de prévision. Mais en attendant, il faut que vous soyez bien conscient que si vous vous lancez, vous allez être amené à devoir vous défendre là-dessus. Moi, j'ai déjà eu des contrôles des GCRF. J'ai déjà eu des demandes d'explications sur ma communication parce qu'on a l'huile stupéfiante ou des choses qui forcément plaisent pas à tout le monde. Donc il y a ce premier point qui est le point de la réglementation. Il faut que vous sachiez au moins pourquoi est-ce qu'il y a cette histoire de parenthèse. Le deuxième point que vous savez peut-être, c'est que la loi européenne prévaut sur la loi française. Or, la loi européenne n'interdit pas l'utilisation de la fleur de chanvre. Et d'ailleurs, la Cour européenne de justice a été saisie par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre du procès Canavape pour souligner cette anticonstitutionnalité. Donc tout ça, ça vous paraît peut-être barbare, mais c'est le milieu dans lequel vous avez évolué. Et moi, aujourd'hui, 10% de mon temps, c'est du lobbying. Donc ça, il faut le savoir quand on se lance là-dedans. On ne fait pas juste des produits, on ne fait pas des produits à base de noix de coco ou d'argan. Une fois que vous maîtrisez la réglementation, que vous allez lancer un produit et que les gens l'achètent, il faut financer. Et là, encore une fois, c'est pas facile parce qu'on peut vous refuser d'avoir un compte bancaire parce qu'on estime que vous avez une activité illégale. Nous, on s'est fait fermer Stripe qui est une solution de paiement, par exemple, en ligne. Kickstarter, pareil, on a été viré de la plateforme parce que ça ne correspondait pas, selon eux, aux critères d'un projet respectable. Donc, il faut que vous soyez aussi très éclairés sur le fait que ça ne va pas être simple de financer. C'est pas impossible, je suis là aujourd'hui devant vous, mais c'est compliqué à financer. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas ce qu'on appelle go public. Vous ne pouvez pas vous coter en bourse. Ici en France, ça nous paraît normal et ce n'est pas très très grave. Mais pourquoi le Canada est en avance sur tout le monde? Pourquoi Canopy vaut des milliards? Pourquoi Aurora vaut des milliards? C'est parce qu'ils peuvent se coter en bourse. Et c'est comme ça qu'ils se financent et c'est pour ça que le Canada a une longueur d'avance sur nous aujourd'hui. À Londres, vous pouvez vous coter en bourse si vous ne faites pas de récréatif, si vous êtes sur le médical notamment. Mais bon, en tout cas, c'est bien d'avoir des financiers dans l'équipe. Ça permet d'aider. Vous ne pouvez pas avoir accès à des fonds publics ou des bourses. BPI, par exemple, qui n'a aucun souci à vendre Alstom aux Américains, va à côté vous refuser des aides parce que vous avez une marque de stupéfiants. Donc il faut dire au revoir aux aides, ce qui n'est pas plus mal parce que ça vous force, comme ça, à aller vendre votre produit et à faire du chiffre d'affaires. Ce qui est quand même prioritaire sur le fait d'avoir des aides de l'État. Vous ne pouvez pas avoir accès au VC, au Venture Capital. Donc c'est aux gens qui financent les startups en règle générale.
Pourquoi ? Parce qu'en France, il n'y a aucun VC qui accepte de financer une boîte du cannabis. Donc vous pouvez quand même aller au Canada, j'ai fait l'expérience, mais c'est une autre culture, hein, c'est pas évident. Mais par contre, il vous reste un truc fantastique qui est les business angels. Donc ça, c'est des gens fortunés qui vont soit défiscaliser, soit soutenir le projet parce que ça les intéresse. Et donc nous, c'est comme ça qu'on a financé une bonne partie de l'entreprise, c'est avec des business angels. Bien sûr, souvent, on va vous demander de toujours respecter la loi. Et la loi, elle bouge. Ouais, c'est toujours compliqué. En tout cas, je ne veux pas du tout vous démotiver. Je voulais juste vous donner quelques insights sur la partie marque et sur la partie organisation. Et bien sûr, je suis à votre disposition sur la moindre question, sur comment est-ce qu'on a avancé, que ce soit en termes de communication ou en termes de financement. Et bonne aventure dans le cannabis.